Didier Guillot, nous allons partir dans le Nord, mais alors le Grand Nord, avec ce livre La cabane avant la forêt aux éditions La Trace. Partir comme ça dans le Grand Nord, du côté de la Laponie, de la Finlande, de la Norvège. On va déjà planter le décor, si vous voulez, pour situer un peu cette région qui nous est pas forcément si familière que cela. Cette région-là, c'est la partie nord-est de la Finlande. Voilà, cette espèce de petite corne un peu bizarroïde en haut à droite. Voilà, et qui touche sur la partie est la Russie et sur la partie nord la Norvège. La Finlande a cette particularité-là sur le nord, c'est qu'elle touche pas en fait la mer en fait. Voilà, c'est très étrange par rapport à ça. Hein. Moi, je n'étais pas du tout passionné par cette région-là, je vous le concède. Hein. C'est vraiment en fait un ami qui m'a entraîné là-bas. J'ai signé un contrat avec lui et on est parti avec deux autres amis. Enfin, nous étions quatre faire ce périple-là. Alors, Voilà. justement, cette décision, elle s'est prise comment après une soirée bien arrosée Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai donc sur les trois amis qui sont partis avec moi, il y en a un qui est donc agriculteur bio et qui organise des repas tous les mois dans sa ferme du Nord-Charente. Et un soir, effectivement, cette décision s'est prise devant une bière bien fraîche, ça je vous le concède, hein, sous un soleil de plomb charentais, juste protégé par quelques branches de pommier, vous voyez. C'est Mhm. ce genre de soirée où il y a des grands emballements, où chacun défend un peu sa cause. Voilà, donc où chacun défend son monde, défend ses voyages. Alors moi, j'argumentais pour plutôt les déserts, vous voyez, déserts Namibie, voilà, des choses comme ça, ou alors les forêts profondes, genre Amazonie. Et j'ai pas remporté l'ami ce soir-là. Ce soir-là, c'est mon ami François qui m'a fait signer un contrat. Et j'en connaissais pas les termes. Alors vous le considérez aussi. Pour un juriste, ça l'affiche mal. Hein. Mais j'ai signé un contrat ce soir-là pour partir dans le Grand Nord sans connaître effectivement ce à quoi je m'engageais. Donc, on va parler un peu de vos trois compagnons. Hein. Donc, il y a François, hein, vous venez de l'évoquer. Alors, lui, c'est déjà un baroudeur, c'est un habitué on va dire des virées boréales, comme vous le dites dans le Ouais, livre. Il y a donc un prof de sport, ancien prof de sport, c'est ça, Marc, et oui. puis Christophe, donc notre Charentais, et puis vous qui êtes plus habitué aux marches hexagonales, si je puis dire, dans la France profonde. C'est tout à fait ça. Moi, en fait, ce que je pouvais proposer par mes trois compagnons, c'est que j'ai l'habitude, moi, de marcher seul, de faire des longues marches solitaires. Et dans le centre de la France, je vous assure que c'est un sacré terrain de jeu. Hein. Je marche seul et je fais des étapes à peu près qui vont entre 30 et 40 kilomètres par jour. Voilà. Et donc, ça me laisse le temps, vous voyez, ça me laisse le temps de cogiter. Donc, je pouvais proposer ça et puis aussi ma bonne humeur. Voilà ce que je leur proposais en fait en partant en Finlande. Ces trois gaillards-là ont l'habitude effectivement eux des grands froids. Hein. Moi qui ai l'habitude de partir léger et laisser une grande part, je dirais, à l'aléatoire. Là, c'était pas possible. Je m'en suis aperçu justement après cette fameuse soirée lors de notre première rencontre entre nous quatre, là, quand on a commencé à préparer le départ, je me suis bien aperçu qu'il y a quelque chose qui se passait. Moi, je vous dis, donc, je sais où je pars, d'où je pars, pardon, où je vais, je ne sais pas. Et là, c'était pas du tout la même chose. Là, il était question très rapidement de points GPS, d'azimut, de kilojoules dépensés. Alors, je vous avoue, dans un monde étrange. Je me suis laissé porter. Hein. Moi, j'étais fort content de partir là-dedans. Mais moi, mon côté rêveur, effectivement, là-bas, je suis obligé d'être accompagné. Voilà. Donc, je vous dis, moi, j'ai de l'endurance, mais j'ai un côté rêveur qui m'interdit d'aller seul dans ce genre de région. Voilà. C'est lorsque on a préparé donc ce voyage-là et que mon sac s'épaississait sacrément. Au lieu d'un sac léger, on partait avec des sacs bien garnis. Et puis aussi cette fameuse rencontre avec ma poulka. La poulka, qui est cette espèce de grand canoë de 2 mètres qu'on traîne avec soi avec un cap qu'on accroche autour de la taille et qui en fait est notre lien de survie et où on met tout dedans, nos affaires, notre ravitaillement. Donc voilà, c'est notre bouée de sauvetage, donc on la traîne avec nous. Et j'avoue, effectivement, quand on s'est retrouvé en gare d'Angoulême, les quatre gaillards avec chacun à peu près deux sacs à dos très garnis, plus notre poulka,
qui fait 2 mètres. Oui. Je vous assure que ça a bousculé certaines certitudes de voyageurs dans le TGV, mais aussi dans le métro parisien. Voilà. Je Et là, suppose. on partait vraiment dans le voyage, hein. Comment on se prépare dans sa tête à ce moment-là? Alors là, je vais être clair, je me suis pas forcément tellement préparé. C'est-à-dire que moi, je vous dis, je suis plutôt un rêveur. Et là, j'étais en fait j'étais avec trois personnes. J'avais une entière confiance en eux. Surtout que mon ami François m'avait proposé des températures à -15. Vous voyez, donc c'était quand même un sacré beau menteur, ce garçon, parce que quand on est arrivé déjà à Ivalo, en, il faisait -19. Donc vous voyez quand même que il se passait quelque chose. Et Ouais, puis, plus il vous ça l'a bien avançait, vendu, et là. plus on montait, plus on perdait des températures. Donc, je me suis préparé, moi, je dirais physiquement, enfin, physiquement, j'étais prêt. Juste, j'ai pris les matins des douches glacées tous les matins. Déjà, ça mettait dans l'ambiance en Charente, hein, voilà. Douche auquel je me suis bien habitué d'ailleurs, douche glacée. Mais autrement, préparé, je me suis pas plus préparé honnêtement que comme d'habitude en fait, hein. Euh, voilà, je me mets dans une espèce de bulle et je me suis fait la couenne sur le terrain, quoi. Voilà, et très rapidement, je vous assure très rapidement. Vous arrivez, effectivement, bon, bah là, ça y est, c'est parti, hein, il faut y aller, hein, donc, bon, la Laponie, il n'y a pas vraiment, il y a pas, je suppose, pas énormément de choses, bien que, bon, il y a quand même quelques habitants, mais au fur et à mesure du voyage, vous rencontrez finalement peu d'hommes, peu d'animaux. L'objectif, c'est d'aller à la prochaine cabane, d'où le titre d'ailleurs du livre. C'est exactement ça. En fait, la particularité déjà, le début du voyage où ça fait vraiment excessivement bizarre, c'est quand on sort, quand on est dans cette espèce d'habitacle surchauffé d'un fourgon et qu'on doit basculer dans le froid. Voilà, donc la personne nous lâche, nous met les pulls, donc balance les sacs, les poulkas à terre, donc on se retrouve tous les quatre et prêts à partir déjà. C'est étrange. En plus, on arrive, il était à peu près 15 heures du soir. Et déjà là-bas, le soleil est excessivement fatigué, il est sacrément paresseux. À peine levé, il est déjà couché, fin janvier en Finlande. Et là, il faut y aller. Et là, en fait, le premier objectif, c'est effectivement de trouver la cabane. C'est en fait des cabanes de forestiers. Il y en a quelques-unes. Et c'est là où moi, j'aurais été incapable de les trouver. C'est grâce à ces fameux points GPS qu'on a réussi à les trouver parce elles étaient sous des mètres de neige. Donc, le premier objectif, c'était de trouver ces cabanes pour y passer la nuit. Mais effectivement, c'est ça, c'est des sauts de puce, passer de cabane en cabane. Et l'objectif, en fait, d'ailleurs, c'est ce qui me plaisait bien dans le voyage, c'est qu'on savait d'où on partait, c'était d'Ivalo au sud du lac Inari, et il fallait qu'on monte, et on n'avait pas forcément d'objectif. Peut-être Kirkenes, qui est en Norvège, mais où on n'est pas allé. Il y a eu quelques pépins physiques de notre côté, donc on n'a pas pu pousser jusqu'à Kirkenes. Mais effectivement, le but, c'était de faire des sauts de puce, de cabane en cabane, et quand il n'y avait pas de cabane, eh ben, c'était dormir sous la toile. Voilà. Alors là, on se sent quand même quelque part une sorte d'aventurier, et puis il y a quelques noms qui émergent, Mallory, Frison Roche, par exemple. Ah bah oui, effectivement. Moi qui ne suis pas du tout, en fait, j'ai pas du tout de formation littéraire. J'ai eu ma première, j'ai comment dire, un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique. Donc ma première profession, c'était ajusteur-monteur. Donc j'ai travaillé à l'usine pendant quelques années, et puis au bout de quelques temps, il a fallu que j'occupe autre chose que mes mains. Donc j'ai repris mes études, donc je suis devenu juriste depuis. Donc vous comprenez, il n'y a pas beaucoup de formation littéraire là-dedans. Et ce qui m'a amené à l'écriture, pardon, c'est ce dont vous parlez, c'est ces fameux écrivains voyageurs. Et ces écrivains voyageurs qui m'ont amené vers la lecture et vers l'écriture. Et justement, anecdote, quand j'ai fait mon premier bouquin sur les pas de Stevenson, j'avais amené sur moi un petit bout de papier où j'écrivais quelque chose qui devait aboutir à un simple carnet de bord. Mais mon pauvre ami, j'étais frappé par l'ambition littéraire. Il y en a qui sont frappés par l'Esprit Saint. Vous voyez, moi, je suis resté beaucoup plus humble dans mes propositions. Et j'ai commencé à écrire beaucoup plus que ce que j'aurais dû, en fait. Et c'est grâce, justement, à Jean-Louis Etienne, à Jean Mallory, à Henri de Montfred, vous voyez, des gens comme ça, ces écrivains voyageurs, qui m'ont amené vers l'écriture. Quand j'étais en Finlande, donc pour ce voyage-là, effectivement, tous ces gens me Vous portent, ont en fait, m'ont porté. accompagné quelque part. Ouais. J'avais en tête tous ces gens-là. Et la musique aussi, beaucoup de musique, hein. Mais il y a la musique du silence aussi, parce que le Ah oui, silence, bien sûr, oui. c'est le monde du silence, hein,
Ah oui, ah oui, et ça, c'est quand même, c'est peut-être le plus, si on peut parler de luxe, c'est vraiment peut-être le plus grand luxe que j'ai touché ces derniers temps. C'est ce silence qu'il y avait là-bas. Et donc, il faut imaginer quatre bonhommes comme ça qui marchent à la queue leu. Et, euh, et ben moi, j'avais tendance aussi à retrouver un peu, alors je vais pas dire que j'étais emprisonné avec eux, mais à retrouver une espèce de liberté en prenant un peu d'avance sur eux pour justement à la fois faire la trace, et j'adore faire la trace, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant une immensité blanche et on se retrouve à forcer, on prépare le travail pour ceux qui sont derrière, ça demande beaucoup plus de force, mais on y trouve quasiment une jouissance, je vous assure, à marcher dans des endroits complètement blancs et avec ce silence qui vous caresse les oreilles. Quoi. C'est un luxe, c'est un luxe phénoménal. On ne rencontre personne et un silence absolument magnifique. Et c'est vraiment là où on trouve l'essence même du voyage, à mon sens. Hein. Est-ce qu'il y a eu un moment de sentiment de se dire, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère Bien sûr, bien sûr. On peut pas dire qu'un voyage, effectivement, se déroule du début jusqu'à la fin dans une espèce de griserie permanente. C'est absolument faux. Vous avez tout à fait raison. Le Nord, le Grand Nord, quand on marche, tout va bien. Quand on marche, tout va bien. Enfin, c'est mon sentiment. Donc, ça commence un peu à chatouiller, à devenir un petit peu compliqué. C'est lorsque on s'arrête, lorsqu'on doit manger, lorsqu'on doit faire, voilà, quand on s'arrête. Dès qu'on s'arrête, on a le sentiment de vraiment d'être agressé. J'étais très bien. Alors, je vous dis, je ne suis pas un habitué du Grand Nord, donc j'avais effectivement, je m'étais rapproché d'un grand magasin pour m'aider à m'habiller. Donc, j'étais a priori de pied en cap magnifiquement outillé, sauf, j'allais oublier, sauf les mains. Les mains, j'avais des gants, mais a priori, ils n'étaient pas suffisants. Alors, il faut me voir en Finlande, parce qu'on a l'impression que les grands aventuriers, ils n'ont jamais de problème, ils sont équipés extraordinairement bien. Moi, il faut me voir à un moment du voyage avec des gants et autour de mes mains, deux sacs plastiques, avec un poulet grillé dessus, je me souviens très bien, que je m'étais accroché pour apporter une protection supplémentaire un sac plastique de mon boucher charcutier de mon village de Charente, vous voyez, pour avoir une protection supplémentaire. Alors, il y a aussi les problèmes, vous parlez des problèmes du quotidien, mais bon, il y a la maladie, je crois que c'est François qui est malade à C'est un ça. moment. Là, bon, le premier, les premières urgences, elles sont quand même pas sous la main. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, on sait ce à quoi on s'engage, hein, c'est certain. C'est-à-dire qu'on s'était retrouvé dans une cabane. Alors, on a eu chacun nos difficultés. Moi, c'était les doigts, mais on avait trouvé la solution. Christophe, il a une ampoule, lui, qui était vraiment très importante, mais voilà, pareil, il suffit de serrer les dents en avance. François, lui, a eu une poussée de fièvre qui a duré deux, trois jours. Donc, on a passé une nuit en cabane supplémentaire et voilà, après, ça allait mieux de son côté, même s'il n'était pas en grande forme. Et puis, celui qui a peut-être le plus souffert, c'est peut-être Marc, en fait, pour le prof de sport qui, lui, a eu un pouce, a été obligé d'aller à l'hôpital au retour d'Ivalo, hein, parce qu'il avait le pouce bien nécrosé. Et là, on a fait face à l'humour finlandais où le médecin a fait mine de couper le doigt. Voilà, donc ça, c'est l'humour finlandais du Nord Finlande. Voilà. Alors, il y a les relations avec le paysage, bien sûr, mais il y a la relation aussi avec les humains, le peuple sami, avec les éleveurs de rennes, pêcheurs. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui ou s'ils sont plus sédentarisés. Moi, mon espoir, effectivement, c'était pas tant de voir la Finlande, hein, c'était autre chose, c'était voir un autre monde, hein, c'était voir le peuple sami qu'on a croisé. Alors, j'ai peut-être écorché le nom, mais on a croisé, parce qu'on a traversé. Donc, il faut imaginer qu'en fait, on est monté du sud jusqu'au nord du lac Inari, sur un lac gelé avec quelques îles, voilà, jusqu'au nord. Donc, on a croisé une personne euh, au sud, juste avant de partir dans les heures de notre départ. Et après, on a passé des jours sans voir personne.
Et on est remonté jusqu'en haut. Au lieu d'aller à Kirkenes, on était donc, du fait des problèmes de François et de Marc et puis mes doigts, on a bifurqué sur la gauche, direction le village de Sétillarvi. Donc j'écorche le nom, mais c'est quelque chose comme ça, parce qu'il y a plein de T, de Y, de trémas, c'est un peu compliqué à prononcer. Voilà. Et là, c'est là où j'ai rencontré mon premier Sami, mais non, ils sont sédentarisés, effectivement, mais ils élèvent toujours des rennes. Voilà, mais au lieu de marcher, d'être, je sais pas, marcher à l'ancienne, ils ont maintenant des motoneiges. Hein. C'est-à-dire ils lâchent leurs rênes sur des territoires immenses qu'ils essayent ensuite de regrouper grâce à des motoneiges. Hein. Donc, c'était ma première rencontre avec un autochtone, on va dire, avec des yeux couleur de steppe, en fait, avec vraiment l'impression d'être à Ulaanbaatar qu'au nord Finlande. Hein. Et après, on est arrivé à Sittijärvi, qui est un village sami, mais on va dire très coquet. Voilà, il faudra que j'y retourne pour voir plutôt un village plus typique. Hein. Voilà, c'était la fin de notre parcours avec, je dis, il y avait un peu de grêle sur la carlingue, donc il fallait qu'on revienne, hein, qu'on revienne. Voilà. La forêt, comme à un moment vous dites, vous citez cette phrase en disant nous ne sommes pas en Laponie, mais dans le terrier du lapin de Lewis Carroll. J'ai trouvé cette phrase absolument géniale. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis plus passionné par les forêts que par un lac gelé. C'est-à-dire qu'on devait arriver au nord. C'était soit on continuait vers le nord, direction Kirkenes, soit on piquait à gauche, direction la forêt. Et c'est effectivement, on a basculé dans la forêt. Et puis, avec l'espoir justement dans cette forêt, de connaître le peuple sami. Et c'est là où on a vu effectivement, où j'ai vu mon premier éleveur sami. Donc, c'était mon rêve ultime, ce que j'ai pu assouvir avec grand plaisir. Merci beaucoup Didier Guillot. Donc la dernière cabane avant la forêt aux éditions La Trace. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine aventure. Merci.